Hello à toutes et à tous, bienvenue dans Crypto Coulisses. Aujourd'hui, j'accueille Georges Trésini, plus connu sous le pseudo de Slashcoin. Salut Georges. Salut Gary, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, ça fait un moment que je suis tes vidéos. Aujourd'hui, on va revenir dans cet épisode sur ta carrière de trader crypto, sur ta chaîne YouTube Slashcoin et aussi sur ton projet XSL Labs qui est devenu MyDID. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Yes, je m'appelle Georges Trésini, je suis plus connu sous le nom de Slashcoin, notamment sur YouTube où je publie des vidéos régulièrement. Je suis aussi entrepreneur dans le Web3 avec un projet orienté DID, identité. Je suis trader pour compte propre dans le marché des cryptos, mais pas que. Je suis aussi sur les ETF, les actions et parfois même les métaux précieux. Je suis également investisseur. Ça, c'est plutôt dans le but de me protéger de l'inflation et de diversifier mon patrimoine. Et je suis, comme toi, Gary, un créateur de contenu, notamment donc YouTube, où je passe essentiellement, où je partage essentiellement des AT sur le BTC. Désolé de le répéter, mais... Non. Et ATO pour analyse technique. Et alors, déjà, on va revenir sur les coulisses de ta carrière de trader. Comment, toi, tu as découvert le trading? C'était il y a combien de temps? La première fois que j'ai regardé un graphique avec beaucoup d'attention, ça concernait les devises. Ce qui m'a vraiment scotché, c'est qu'en plus de l'inflation, je trouvais ça fascinant de voir certaines monnaies, des monnaies étatiques, perdre de la valeur contre d'autres. Voilà un petit peu pour cette découverte. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as commencé à trader de façon professionnelle? D'ailleurs, comment tu arrives à juger le fait de trader de façon amateur ou pro? C'est quoi la frontière entre les deux? Au début, je m'y suis intéressé et j'ai utilisé des outils comme des comptes démo, j'ai testé des indicateurs, je me suis pas mal cultivé dans le sujet. Et ensuite, petit à petit, j'ai avancé à mon rythme, mais j'ai surtout compris que c'était pas comprendre un graphique ou utiliser un indicateur qui pouvait me permettre d'être placé avec les gagnants, mais plus de travailler l'aspect émotionnel, le mindset et tout un tas de gestion au niveau du plan personnel. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et aujourd'hui, on va dire que je suis rentable. Voilà, à l'échelle annuelle, je suis rentable. Ce qui n'est pas évident. On en voit beaucoup qui sont rentables dans un bull run, mais dès qu'on part en bear market, ça peut influencer la balance. Et pour toi, c'est quoi? C'est 80% émotionnel, 20% technique aujourd'hui, le trading? Ou c'est 50-50? Ouais, c'est difficile à dire, mais ce serait 2 tiers, 1 tiers, ouais, quelque chose comme ça. Comment tu as travaillé d'ailleurs cette partie émotionnelle? Comment tu as réussi à la professionnaliser? En me posant beaucoup de questions, en essayant de voir les choses simplement et en prenant du recul. C'est vraiment en prenant du recul que je me suis dit, tiens, tu as eu beaucoup d'émotions lors de cette opération, tu as mal géré ça, et je me suis rendu compte que la plupart de mes premières erreurs, et encore celles d'aujourd'hui, parce qu'on a beau travailler à fond la partie émotionnelle, ça reste quand même quelque chose de compliqué, même avec de l'expérience. Tu utilises des techniques, je sais pas, de la méditation, de la visualisation, des techniques de gestion du stress? Obligé. Oui, la visualisation, tout. La loi de l'attraction, la méditation, bien évidemment, mais en nature. Quand je pars faire du sport en montagne, j'en profite à un endroit bien précis où il n'y a pas de passage pour méditer. Et quand je suis face à des obstacles ou face à une page blanche où j'ai besoin de réponses, tout apparaît à cet endroit-là. C'est tout simplement magique. Ok. Et alors, pour revenir sur ton parcours, à quel moment tu as décidé de faire du trading à plein temps? Comment ça s'est passé? Ça a commencé à devenir sérieux, on va dire, en 2018, 2019 plutôt, et en 2021, là, ça a été vraiment un tournant d'un point de vue aussi administratif, on va dire, où Ok. je me suis mis en compte propre. Et alors, toi,
enfin, tu as commencé avec le trading de crypto ou tu avais commencé un trading d'action? Comment ça s'est passé? D'un point de vue amateur, déjà avant les cryptos et professionnel, j'ai commencé avec les cryptos. Ouais. J'étais très à l'aise vu que je suivais toutes les news et j'étais aussi à l'aise avec le graphique du BTC, ETH et aussi LTC à l'époque. LTC, enfin le Litecoin de Charlie, ça a été mon premier investissement dans le secteur des cryptos. Charlie? Oui, le fondateur du Litecoin. Ah oui, pardon, oui, Charlie Lee, effectivement, ouais, tout à fait. Charlie Lee, oui. Absolument. Et alors, la question qui me vient en tête, c'est à quelle fréquence, quand tu as commencé à trader à plein temps, à quelle fréquence tu tradais, dans le sens où est-ce que tu étais toute la journée devant des écrans, combien de trades tu prenais par jour ou par semaine, c'était quoi ta fréquence de trading, et même sur quelle unité de temps tu tradais? Ouais. Je travaille un peu comme les saisonniers. J'avais besoin que le contexte réponde à mes critères et il pouvait m'arriver d'être actif ou inactif pendant plusieurs mois, encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est un peu comme les marchands de glace, hein, pour prendre une métaphore, hein, qui réalisent la plupart de leurs ventes en été, pendant les vacances scolaires. De mon côté, on va dire que c'est le marché qui choisit la période. Cela peut durer quelques semaines ou quelques mois et parfois plus. Et au niveau des UT, je suis plutôt sur de l'hebdo, du mensuel, voire du trimestriel. Et l'annuel, c'est plus sur des actifs qui ont beaucoup d'historique ou des métaux précieux comme le gold. Sur le BTC, je ne regarde quasiment pas l'annuel, le trimestriel un petit peu, mais c'est plus le weekly, enfin l'hebdo et le mensuel. Oui. Ok, c'est intéressant. Donc, pas de trade avec une unité de temps daily. Donc, finalement, peu de trade en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir peu d'entrées et de sorties. Alors, dans certains cas, quand par exemple la tendance est confirmée, qu'elle soit baissière ou haussière, dans les deux sens, on peut réaliser des profits. Je vais regarder le daily et aussi le H4, voire le 1 heure ou le 15 minutes pour aller chercher des entrées et des sorties rapidement. Mais pour de l'investissement, c'est des unités de temps que je ne regarde absolument pas. Ok. Alors, sur ta chaîne YouTube, hein, tu partages beaucoup, et on va revenir juste après sur ta chaîne, mais tu partages beaucoup un outil technique, hein, qui s'appelle Ishimoku. Tu trades uniquement avec Ishimoku ou avec d'autres outils d'analyse technique également? D'ailleurs, peut-être, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Ishimoku en quelques mots? Oui, Ishimoku Kinkoyo, c'est un indicateur assez complet. Tu peux avoir un visuel sur le passé, le présent et le futur en jetant juste un coup d'œil sur l'indicateur. D'ailleurs, si on traduit Ishimoku Kinkoyo, c'est un peu ça que ça veut dire en français. Regarder le marché ou plutôt le contexte en un coup d'œil. Moi, c'est un indicateur qui m'a fait reculer dans un premier temps. Je l'ai trouvé compliqué et encombrant sur les différents graphiques que j'observais à ce moment-là. Et un jour, après avoir discuté avec une professionnelle de Ishimoku, en l'occurrence Karen Pelwal, elle m'a permis de le regarder simplement et je me suis dit, mais tiens, finalement, j'avais des préjugés, c'est vraiment une pépite, cet indicateur. Bon, il a fallu du temps, hein. J'ai pas compris j'ai compris comment il fonctionnait rapidement, mais après, pour l'utiliser, il a fallu quand même pas mal de temps et aujourd'hui, avec l'expérience, bon, je suis assez content de le maîtriser et de l'utiliser dans la plupart de mes opérations. Ishimoku te permet, allez, on va faire simple, d'identifier les tendances. Il te permet d'avoir un visuel sur les supports et les résistances. Il est surtout très facile à interpréter une fois qu'on a compris comment l'utiliser. Il est pertinent aussi sur les niveaux clés qu'on observe encore actuellement sur les différents marchés, car les plus gros portefeuilles et les market makers sont dessus et on le remarque à des moments clés comme la période Covid, les ATH et les bottoms. On a toujours respecté les niveaux clés de tous les éléments d'Ishimoku Kinkoyo. J'utilise aussi l'oscillateur RSI, mais c'est plus pour avoir un peu plus de certitude, avoir une petite confirmation ou deux dans certains cas où j'ai de l'hésitation. Mais juste avec Ishimoku, on a un ensemble d'éléments qui est cohérent et qui aide beaucoup les traders. Alors c'est marrant, tu disais que c'est un indicateur qui est pas mal respecté par les market makers et les gros acteurs de marché, donc il y a un peu ce côté
prophétie autoréalisatrice parce que tous les gros acteurs de marché ont le même référentiel et donc c'est pour ça que les niveaux sont respectés, les niveaux clés, parce que ceux qui font le marché, entre guillemets, vont suivre, vont avoir les mêmes éléments, la même donnée et donc vont prendre peut-être les mêmes décisions. Ce qui peut-être facilite la lisibilité en fait de l'indicateur. C'est ça. Au-delà de la conception de l'indicateur, ce qui compte surtout, c'est qui va l'utiliser. Combien de personnes vont l'utiliser? C'est à partir de là qu'un indicateur est pertinent ou pas. On pourrait très bien aujourd'hui, toi et moi, Gary, concevoir un indicateur très cohérent. S'il n'y a que toi et moi qui l'utilisent, ça ne marchera pas. Et Ishimoku, bon, c'est un indicateur qui date du tout début des marchés financiers. Il a été créé par un Japonais et il a été fortement utilisé déjà à l'époque. Et aujourd'hui, ça n'a fait que s'amplifier depuis. Alors, c'est marrant parce que moi, je vais te poser une question, tu vois, sur Ishimoku, parce que, comme tu disais, ça a été créé par un Japonais pour trader le marché des actions. Mais le marché des actions dure 5 jours sur 7, alors que le marché crypto dure 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Du coup, est-ce que tu prends les mêmes valeurs en input pour gérer l'indicateur, ou tu as changé les valeurs et comment ça se fait qu'un indicateur qui est censé être valable 5 jours sur 7, je sais pas, de 9h à 19h, fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? C'est une très bonne question. Dans les débuts, j'ai testé plusieurs setups et j'étais dans une petite communauté Discord où on utilisait Ishimoku et on avait différents setups, dont un que j'ai encore souvenir qu'on utilisait beaucoup et qui était pertinent. Jusqu'au jour où je les ai partagés à la fameuse Karen Pelwal et elle m'a dit non, Ishimoku, il faut l'utiliser tel quel, il faut tout laisser par défaut, c'est comme ça qu'il a été conçu, il faut rien changer. Donc, je vais partager des graphes avec d'autres setups et elle a pu argumenter et contredire tout ce que j'avais partagé. Je me suis dit, OK, bon, elle a plus d'expérience que moi. Je vais faire comme elle le suggère, donc utiliser Ishimoku. Je pense qu'avec le temps, les différents marchés comme celui du Bitcoin qui sont ouverts 7 sur 7, H24, que ce soit les traders ou les market makers, se sont adaptés et utilisent malgré tout Ishimoku avec le setup par défaut. Ok. Je te propose d'aller maintenant dans les coulisses de la création de ta chaîne YouTube. À quel moment déjà tu as créé ta chaîne? Est-ce que c'est quand tu t'es lancé en trading, quand tu avais déjà consolidé tes connaissances et que tu avais un peu d'expérience? Ça a été quoi un peu l'élément, le fait générateur? C'était en 2018. Ça faisait déjà longtemps que j'avais envie de partager du contenu sur YouTube. D'ailleurs, avec cette même chaîne YouTube, j'ai publié une vidéo sur la Deuxième Guerre mondiale en 2011. J'avais beaucoup étudié la Deuxième Guerre mondiale avant 2010 et je voulais partager mes connaissances. Et cette vidéo-là a dépassé les 1000 vues. J'étais très content d'avoir obtenu autant de vues sur une petite vidéo où j'avais regroupé pas mal d'informations, enfin vraiment les gros titres de bout en bout de comment ça a commencé, comment s'est terminée la Deuxième Guerre mondiale. Et quand je me suis intéressé au marché des cryptos, je me suis dit, allez, allons-y, on verra, je n'ai rien à perdre. J'ai envie de partager aussi mon expertise et je n'avais pas de but précis. Ok. Et après, c'était quoi la stratégie de la chaîne? Juste tu partageais, tu dis on verra ce qui se passe. Donc la première vidéo, c'était un tutoriel sur un exchange que j'ai mis en non répertorié parce qu'il n'est plus à jour. L'exchange s'est même fait pirater, donc je n'ai pas trouvé ça pertinent de la laisser. C'était en décembre 2017. Et pour répondre à ta question, je me suis dit, j'ai appris pas mal de choses en peu de temps. J'ai envie de partager mon savoir. J'étais orienté dans un premier temps sécurité et aussi j'analysais des projets qui étaient en vogue en 2017-2018. Je pense notamment à Nano. Nano, c'est un projet pour lequel je me suis beaucoup intéressé à l'époque. Nano, il y avait Stratis aussi et bien évidemment BTC, Ethereum et tout ça. XRP. J'ai travaillé 6 semaines sur XRP, il m'a fallu 6 semaines pour tout comprendre, c'était pas évident. J'ai fait de belles découvertes. Et non, après tout baissé, donc il fallait analyser et partager des analyses plutôt fondamentales à l'époque, parce qu'en 2018, ça ne faisait que baisser. Et je n'avais pas de but précis, à part quand j'ai commencé à
à passer la barre des 1000 abonnés. J'ai fédéré une communauté sur Discord parce que sur YouTube, on interagit peu avec notre communauté. Et sur Discord, ça m'a permis d'interagir en live avec une partie de ma communauté. Et j'ai fait de belles connaissances. Et du coup, j'ai commencé à parler stratégie avec quelques modérateurs du Discord et puis admin. Et j'ai eu tout doucement une petite idée de comment tout ça allait évoluer. Donc, au début, donc, c'était vraiment... d'ailleurs, c'était toujours le cas. Est-ce qu'à un moment donné, tu as monétisé ta chaîne où l'idée, c'est juste de créer du contenu pour partager tes connaissances et éventuellement aussi fédérer une communauté et après, un jour peut-être, monétiser cette communauté, pas forcément dans le sens formation ou service, mais plus par exemple pour faire l'acquisition pour un projet. Là, en l'occurrence, ça a été aussi XSL Labs, on va revenir là-dessus, mais c'est peut-être ta communauté et ta chaîne YouTube ont été un canal d'acquisition. Mais est-ce que tu as, avant ça, monétisé ta chaîne avec de la formation ou autre chose? Pendant un bref moment, j'ai proposé une formation pour les débutants. Ça a duré 2 mois, mais j'avais encore une toute petite audience. Je n'ai jamais monétisé ma chaîne sous forme de pub, placement de produits et autres. J'avais pas vraiment d'objectif financier. Je travaillais, j'étais salarié en Belgique à l'époque et j'avais une hygiène de vie correcte et j'avais pas vraiment ce besoin d'aller chercher de l'argent sur YouTube. Mais je me suis dit que si un jour ça me plaisait de partager du contenu et que je commençais à en faire un métier et que ça me prenait du temps, voire beaucoup de temps, et je pense que tu sais de quoi je parle, là oui, forcément, faudra trouver une solution pour que je puisse en faire un métier et gagner ma vie sur YouTube. Ça n'a pas été via de la formation ou autre, on pourra en parler plus tard, mais ma chaîne YouTube m'a permis quand même, on va dire, de lancer un projet et sans YouTube, ça aurait été compliqué, je pense. Ok. D'ailleurs, on rappelle, sur ta chaîne YouTube, tu as à peu près, alors je n'ai pas regardé là aujourd'hui, mais à peu près 50 000 abonnés, voire plus. Donc effectivement, tu as vraiment fédéré une vraie communauté. Et d'ailleurs, tu es un peu moins actif ces derniers temps sur YouTube, que ce soit ces derniers mois, peut-être dernières années, parce que tu as moins de temps peut-être aussi à allouer à YouTube. Je constate qu'il y a une petite étude, c'est pro, c'est rare. Oui, en effet, j'ai commencé à publier moins de vidéos lorsque j'ai lancé mon projet. Je me suis essentiellement orienté vers des AT moyen et long terme, des analyses techniques, je voulais dire. Il y avait un risque en réduisant la cadence de mes vidéos, mais ça s'est bien passé. Et je pense que c'est ce qu'une bonne partie de ma communauté demande, c'est l'essentiel. Ça m'arrive parfois de publier des vidéos sur le BTC en moins de 3 minutes. Et j'arrive malgré tout à aller chercher 7, 8, 10 000 vues et plus avec des petits compteurs. Ok. Effectivement, donc tu disais que sans ta chaîne YouTube, tu n'aurais pas pu lancer XSL Labs. Est-ce que tu peux expliquer justement ça a été quoi le tournant? Est-ce que c'est grâce à la chaîne que tu as rencontré tes associés ou que tu as eu l'idée ou que tu as pu vraiment avoir la confiance pour démarrer le projet? C'est sûr que la chaîne YouTube a bien aidé parce que on a tout de suite de la visibilité pour présenter un projet. Et quand on a fait une étude à l'époque d'un projet orienté sécurité et identité, on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande, qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils. Et ensuite, l'idée c'était de lever des fonds pour fédérer une équipe et développer le produit. Et c'est sûr qu'à part la chaîne YouTube, il y avait quand même d'autres moyens. On pouvait passer via d'autres chaînes YouTube, via notre réseau de contacts ou via des VC, etc. Mais YouTube, on va dire que c'était un plus et que ça a joué quand même un rôle assez important dans le lancement et la réussite du projet. Ouais. Ok. Avant de parler du projet d'ailleurs, moi j'aimerais parler d'un point, c'est comment tu gères aujourd'hui ton équilibre entre la vie perso et la vie pro. Tu disais que justement, tu faisais souvent des balades en montagne. Est-ce que tu travailles full-time? On peut le dire d'ailleurs, tu vis à l'île Maurice maintenant? Oui, je vis à l'île Maurice depuis un peu plus de 2 ans. Ok. Et comment tu gères aujourd'hui c'est quoi ta répartition entre vie perso, vie pro? Comment tu gères ça? J'ai trouvé un bon équilibre
qui me permet d'être efficace dans ma vie professionnelle, de passer du temps avec mes proches et aussi prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres. C'est assez important. Je l'ai compris tardivement, mais j'ai fini par le comprendre. Donc il fallait surtout prendre soin de soi pour dégager un aura d'énergie positive autour de nous. Après, il faut un cadre avec des horaires et surtout de la discipline. C'est bien d'avoir un plan, mais sans discipline, on a beau avoir les meilleures idées et le meilleur calendrier, il faut s'y tenir. Ok. Et c'est vrai que, pour revenir là-dessus, en trading, c'est peut-être pas comme ce qu'on pourrait imaginer dans d'autres métiers, mais c'est pas plus tu vas passer du temps, plus tu vas être productif. C'est peut-être limite l'inverse, où la gestion tu parles de discipline, c'est hyper important. Parce que si t'es pas bien, si t'es pas dans les bonnes dispositions, tu peux prendre des mauvaises décisions. Et tu parlais de sport, est-ce que j'imagine que tu fais beaucoup de sport aussi peut-être pour prendre soin de toi et être bien dans ta tête pour aussi prendre des bonnes décisions en trading? Oui, je fais du sport, mais c'est pas forcément que du sport, c'est aussi des sorties, passer du temps avec les gens que j'aime, me changer les idées, c'est vraiment important. J'ai vécu l'expérience où je me retrouve blessé, je ne peux pas sortir, je suis dans une période, j'étais en Belgique où voilà, le ciel est gris, il pleut toute l'année, ça tape au moral et du coup c'est pas ça qui va t'aider à être productif. Et du coup, le fait de faire du sport et de passer du temps avec les gens qu'on aime et de vivre dans un cadre où il y a du soleil, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou sinon, j'en connais plusieurs qui sont partis en burn-out et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis beaucoup protégé. Ok. Alors maintenant, je te propose de revenir sur justement la création de XSL Labs. Comment tu as eu l'idée de créer XLS Labs? Ça a été quoi un peu l'élément déclencheur? Est-ce que tu as rencontré des associés ou tu as eu l'idée de toi-même? J'ai demandé à ChatGPT de me pondre un white paper et voilà, c'est comme ça que ça arrivé. Plus sérieusement, ChatGPT n'existait pas ou n'était pas public à cette période-là. Yes. Non, c'est en constatant qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils, comme je l'ai dit juste avant, pour gérer nos données personnelles. D'ailleurs, c'est encore le Far West aujourd'hui. L'idée n'est pas arrivée d'un coup. J'ai eu de nombreuses conversations avec plusieurs personnes avant de se dire go, notamment donc mon ancien associé et d'autres personnes avec qui je discutais de tout ça à cette époque-là. On va dire aussi que le scandale Cambridge Analytica a semé voilà, il y a une graine qui a été plantée dans ma tête. Je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire et il n'y a rien. Et je n'ai pas de contrôle moi-même sur mes données. Quand je parle de données, je ne parle pas forcément de passeport, carte d'identité, numéro de téléphone et tout ça. Je pense surtout à nos aptitudes quotidiennes, à toutes les traces qu'on laisse sur le net. Tout ça a une valeur inestimable et c'est ça qui nous définit tous, ce qui fait qu'on est des êtres uniques sur Internet et tout est exploité machinalement derrière, on ne voit rien, on n'a pas de contrôle, on n'a pas de transparence et je me suis dit qu'un jour, on ne pourrait pas continuer comme ça. C'est le début, en fait, Internet, ça fait bizarre de dire c'est le début, mais quelque part, oui, c'est pas vieux Internet, hein, c'est pas un siècle que ça existe et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais il y a des sujets comme notre identité. Je trouve que ça n'a pas forcément beaucoup évolué depuis Internet. Et alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, comment t'es passé de l'idée à l'exécution? Il a fallu faire une étude. Il a fallu aussi fédérer un petit noyau dur. Donc, je pense associé et le corps de la team. Et ensuite, on s'est dit, on y va. On y va. Bien sûr, on a élaboré un plan. On a essayé de prévoir, d'anticiper un maximum de choses. Et c'est sur le terrain qu'on a tout découvert. On avait beau penser à tout et être parano sur plein de détails. Il fallait se lancer pour découvrir comment tout ça allait se dérouler. Et alors, ça a été quoi les grandes étapes pour mettre en place le projet, que ce soit pour lever des fonds, pour créer la première version, pour trouver des premiers utilisateurs? D'ailleurs, est-ce que tu peux rappeler
avant de répondre à cette question, rappeler ce que c'est XSL Labs, ou MyDID maintenant. Yes. Il a fallu, dans un premier temps, s'assurer que on aurait une équipe tech qui pourrait développer le produit. On a développé non seulement une application, mais aussi un studio qui te permet de délivrer des badges. Ça peut être des badges à point de vue communautaire ou des badges pour de la certification, des accomplissements. Je pense notamment à des diplômes, certifiés. Et aussi des badges qui peuvent, faire office de ta présence dans un endroit, certifier que tu es bien passé par là, etc., etc. Et à partir de là, on peut imaginer beaucoup de use cases. On a une démo web. Bon, ça serait un peu compliqué de la faire tourner là, mais j'ai prévu de partager une démo aussi sur ma chaîne YouTube pour expliquer simplement le projet. Ce qui fonctionne le mieux, c'est toujours avec une démo et un cas d'usage pour bien expliquer de bout en bout qu'est-ce que nous avons développé et pourquoi cet écosystème est pertinent dans beaucoup de thématiques. Alors justement, peut-être que tu disais qu'au début, vous visiez plus l'aspect sécurité avec XSL Labs, et au passage de MyDID, vous êtes plus passé sur l'aspect communautaire. Comment vous avez fait un peu ce pivot? C'est après avoir développé une première version, vous vous êtes rendu compte que il n'y avait pas forcément une demande pour l'aspect sécurité, et plus pour une demande pour l'aspect communautaire. Yes, on s'est rendu compte que le monde régalien, passeport et tout ça était très protégé et très compliqué. Très compliqué à implémenter d'un point de vue légal et administratif dans une telle application. Et on s'est dit, OK, on laisse une porte ouverte pour laisser quelques providers sur l'app qui permettraient de faire passer à des utilisateurs un KYC pour un service bien défini. Et on s'est dit que l'idéal, ce serait donc de s'orienter vers des badges avec plusieurs cas d'usage et qui correspondraient à tout ce qu'on peut laisser sur Internet. Dans la démo, par exemple, que je vais partager, je vais donc proposer gratuitement une formation de Ishimoku. Et à l'issue de cette formation, pour chaque module, il y aura un questionnaire. Il faudra répondre au questionnaire et les utilisateurs qui répondront correctement au questionnaire obtiendront un badge délivré par moi. Donc, et ce badge-là leur permettrait d'avoir dans leur wallet d'identité une trace comme quoi ils ont obtenu une formation sur les bases d'Ishimoku. Ça peut être ça peut être aussi un badge pour être passé dans un hôtel ou d'avoir pris, je sais pas, un moyen de transport spécifique. Et on s'est dit qu'en fait, il y avait énormément de possibilités à partir de là et qu'on pouvait démarcher quasiment, je ne vais pas dire toutes les entreprises, mais beaucoup d'entreprises et que c'était stratégiquement intelligent de se tourner vers les badges décentralisés. Ok. Est-ce que vous avez posé la question du coup, quand vous avez fait ce pivot, de dire en fait, pour l'instant, on élimine le côté blockchain, juste on va délivrer des badges, mais ça n'intéresse pas forcément les utilisateurs que ces badges soient sous le format NFT, que ce soit sur la blockchain, et pour l'instant, il n'y a pas cet intérêt, ou c'est quand même votre vision? J'ai pas compris la question. En fait, ma question c'est, vous avez pivoté finalement de XSL Labs, aspect vraiment focus sur l'aspect sécurité, vers donc l'aspect communautaire avec MyDID, donc délivrer des badges parce que tu as assisté à telle formation ou parce que tu as assisté par exemple à tel événement. Et donc le badge que vous délivrez aujourd'hui, il est donc sur la blockchain, et donc tu disais il est décentralisé. C'est-à-dire que moi j'ai une adresse, on va dire une adresse Ethereum, tout le monde pourra voir que j'ai eu ce badge-là parce que je l'ai claim. Est-ce que pour vous c'était important que ce soit toujours des NFT, enfin que ce soit des badges sur la blockchain, ou vous êtes posé la question de dire en fait peut-être un peu tôt, on enlève l'aspect blockchain pour l'instant et on se concentre juste sur délivrer des badges? Alors, ce ne sont pas des NFT. Ok. Il y a effectivement des traces qui sont laissées sur la blockchain. Ok. Alors, pour rappel, vous avez fait une ICO à l'époque pour financer une partie de votre levée. Est-ce que ça a été
au-delà de l'aspect financier, ça a été intéressant pour vous, pour l'aspect acquisition d'utilisateurs? Est-ce que les personnes qui avaient investi dans l'ICO faisaient partie de vos premiers utilisateurs également? Oui, bien sûr. En plus de nous avoir aidés pour le développement du projet, il y en a beaucoup, notamment sur le Discord officiel de MyDAD, qui nous aident à tester les différentes versions, à tester tout un tas de services, notamment le studio qu'on a lancé très récemment. Il y en a beaucoup qui sont déjà en train de nous partager des cas d'utilisation auxquels on n'aurait pas pensé. Ça cogite beaucoup et il y a beaucoup d'enthousiasme dans le groupe. Ouais. On a beaucoup de testeurs. On n'a pas besoin de faire d'appel sur Twitter ou YouTube. Ça, c'est cool. Et sur l'aspect démarchage d'entreprise, comment vous y prenez aujourd'hui pour chercher des nouveaux projets qui pourraient utiliser l'application? On est en plein dedans. Et heureusement qu'on a attendu parce que la première version était très minimaliste. Elle n'était pas très compréhensible pour le public. Donc, on a discuté avec de potentiels partenaires qui font partie de notre réseau. On a été démarché aussi à plusieurs reprises. Mais il fallait vraiment qu'on publie cette dernière grosse mise à jour qu'on a publiée en fin janvier, début février, pour démarcher des partenaires clés et leur partager des démos et leur montrer où ça fait sens de l'utiliser dans leur service, etc. Aujourd'hui, le design a été amélioré, il y a pas mal de fonctionnalités et on a tous les outils pour démarcher, mais ce n'était pas le cas il y a 1 an, par exemple. Et vous avez déjà signé des partenaires stratégiques ou c'est en cours? Alors pour l'instant, c'est des informations qui restent à la discrétion de la team parce qu'on a encore rien d'officiel, on n'a encore rien partagé d'officiel, mais je peux dire qu'on a des discussions en cours, oui. Ok. Et autour de quel use case du coup? Est-ce que c'est plutôt sur de la formation, participation à des événements ou d'autres use cases? Il y a plusieurs thématiques. Il y a vraiment plusieurs thématiques. C'est assez varié. En tout cas, dans mon propre réseau à moi, parce que j'ai aussi démarché, j'ai été démarché, il y a eu les deux, et c'est quasiment toujours une thématique différente. Et du côté de Fred aussi, il a pas mal avancé sur le sujet. Il voit beaucoup de monde. Et ouais, c'est assez varié. On a un mot varié. Et vous êtes combien dans la team aujourd'hui d'ailleurs? Aujourd'hui, nous sommes, si je compte les prestataires, on est une petite dizaine, on va dire. Ok, ça marche. Et est-ce que si on devait faire une rétrospective de la création de XSL Labs à maintenant MyDID, c'était quoi les erreurs que vous avez commises? J'en ai commis quelques-unes, effectivement. Une de mes premières erreurs, c'est d'avoir vu trop grand dans un premier temps. On voulait carrément créer notre blockchain. Ok, ouais. Et si c'était que ça. Enfin, on avait vraiment vu, mon associé et moi, très grande. Je me suis vite adapté, heureusement, et j'en ai profité pour apprendre. Ce qui m'a permis aussi de m'adapter, c'est de prendre du recul, encore une fois, de me dire, allez, je sors de là, je vais faire un petit tour et je réfléchis un peu à ce qui se passe et où je vais aller. Ma plus grande erreur, ça a été de faire trop rapidement confiance à des personnes que je connaissais depuis peu. Donc j'ai pris quelques cul-de-sac et perdu du temps. Ok. Et est-ce qu'il y a des galères que vous avez rencontrées pendant le développement de l'application? Yes, ouais, on en a rencontré quelques-unes. La première, ça a été lors du lancement de l'ICO, rien à voir avec l'application, hein, rien n'était développé à ce moment-là. On a eu un bug avec les wallets de réception. On a dû donc mettre le site en stand-by et c'était le 2e jour. Il y avait énormément de monde qui s'y intéressait. On venait de publier la vidéo et on a transpiré là. Okay. En plus de ça, à la fin de l'ICO, les serveurs d'OVH à Strasbourg ont brûlé et on était concernés. Sinon, c'était pas marrant. Mais du coup, par rapport à ça, je m'en souviens très bien, mais du coup, c'est-à-dire que vous avez perdu toutes vos données. Oui, pardon, tu disais donc... ça a été un événement très impactant, hein, donc OVH qui est quand même un hébergeur cloud incontournable de l'écosystème français, dont les serveurs ont brûlé c'était à Strasbourg, ouais, c'est ça? C'est ça, oui. On était dans ce data center, enfin nos données étaient dedans. Heureusement, on avait pensé à plusieurs dispositifs pour de la redondance et on avait des backups qui tournaient, donc on a pu
on a pu se remettre à jour, mais c'était compliqué. Il a fallu gérer plusieurs milliers de personnes en peu de temps. Il a fallu surtout les rassurer. On devait se relayer pour aller dormir. C'était mon boulot aussi d'être sur la boîte mail et de répondre. On était tous focus sur la boîte mail. Bon, il y avait la partie tech qui s'occupait de la restauration des données. On avait un développeur qui était dessus, enfin plusieurs, je veux dire. Et non, c'était vraiment, on a transpiré, on est chaud, voilà. On va dire ça comme ça. J'imagine, ouais, le timing n'était pas le meilleur, quoi. Est-ce que tu as d'autres anecdotes d'ailleurs un peu croustillantes à partager sur votre aventure? Ah, il y en a eu pas mal. J'ai un petit calepin là et je note au fur et à mesure. J'ai peur d'oublier. Je me dis, sait-on jamais, peut-être un jour, si on doit en faire une vidéo ou pourquoi pas plus. Ouais, on a eu quelques petits soucis à certaines périodes qui font que on a beaucoup appris. On va dire que publiquement, ça a été surtout OVH et le bug. Après, bon, au niveau de l'équipe, elle a beaucoup changé depuis le début. On va dire ça comme ça. Elle a beaucoup changé et aujourd'hui, je suis assez confiant. On a une team bien structurée, bien en place. Et moi, ça me permet aussi, depuis l'île Maurice, de pouvoir gérer l'essentiel. Parce qu'il m'aurait fallu descendre dans le sud pour être opérationnel tous les jours avec l'équipe de production. Je contourne un peu la question, mais... Non, c'est très bien. Et en tout cas, ce que je comprends, c'est que c'était une grosse courbe d'apprentissage et que maintenant, vous avez trouvé un peu le bon équilibre pour continuer à construire le produit sereinement. Yes, si je peux donner un conseil à de futurs entrepreneurs qui voudraient lancer un projet avec un token ou pas, c'est prévoyez un maximum de choses, faites une bonne étude, mais vous ne pourrez jamais tout prévoir. Il faut vraiment se lancer. À un moment donné, il faut se lancer pour découvrir l'aventure. C'est compliqué ça, de tout planifier. Et une question que je me posais, donc tu sais que tu arrives vraiment à dissocier vie pro et vie perso. Et donc j'imagine que tu alloues quand même pas mal de temps à ta vie perso. Est-ce que c'est compatible avec l'entrepreneuriat où l'entrepreneuriat, il faut quand même, en tant qu'entrepreneur, être au four et au moulin? Est-ce que tu arrives à trouver quand même ce bon équilibre pour pas que MyDID te prenne tout ton temps? Il y a eu des périodes où j'étais beaucoup sollicité. En ce moment, d'ailleurs, c'est le cas. Au début, c'était compliqué avec mes enfants, ma femme et tout le reste. Et il a fallu donc s'organiser pour dire, par exemple, d'une telle heure à une telle heure, je travaille sur le projet, je prends une pause à une telle heure. À l'île Maurice, l'avantage, c'est qu'on va se coucher tôt, mais on se lève très tôt. Très tôt, pour moi, c'est 5 heures, 5h30, on est debout et c'est la période où je suis le plus productif. Donc, je pense que c'est à la carte, chacun trouve le bon compromis. Il y a eu des périodes difficiles, je dois l'avouer, d'un point de vue organisationnel entre tout ça. Mais aujourd'hui, l'équilibre, il est assez correct. Tout le monde est content. L'équipe, la famille et moi aussi. Et tu trouves du temps pour trader ou tu trades beaucoup moins? Enfin, comme tu disais, peut-être sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Donc, c'est peut-être que tu n'es pas toute la journée derrière les écrans. Tu prends peu de trades, j'imagine. Alors, là, on est dans une période très forte dans le marché des cryptos. Donc, c'est intéressant de se positionner en tant que day trader sur des petites opérations où on rentre, on sort le lendemain ou la journée, etc. Donc, il y a des opportunités. Là, je veux dire que sans MyDID, j'aurais été vraiment full-time parce que c'est une période très... Voilà, je parlais des marchands de glace tout à l'heure. Là, on est vraiment dedans. C'est maintenant qu'on fait de l'argent. Non seulement, il faut penser à vendre les vieux BTC qu'on a achetés plus bas, mais il faut aussi penser à injecter de la liquidité pour ressortir avec des plus-values, etc. Il faut penser aux deux. Et profiter des replis pour se positionner, etc. Et donc, il faut brancher tous les graphiques. C'est un boulot, ouais. Là, il y a tellement de boulot aussi chez MyDID en ce moment que je dois prendre vraiment sur mes heures de sortie, etc. pour checker les graphiques et détecter des opportunités, pas journalières, mais me dire, voilà, je me positionne et j'estime que dans 3 jours, une semaine, je pourrais me retirer avec cette gestion du risque parce que j'ai trouvé un bon ratio à cet endroit-là, etc. Voilà ce que je peux répondre. Ok,
Ça marche. Georges, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Est-ce que tu veux ajouter un dernier petit mot pour la fin? Merci Gary pour l'invitation et je te souhaite une bonne continuation sur YouTube. Merci. Le contenu est vraiment sympa. J'invite tout le monde à explorer ta chaîne. Je partagerai cette vidéo et ta chaîne YouTube sur mes différents réseaux. Et à la prochaine. À la prochaine, Georges. Merci beaucoup. C'est très cool d'en savoir plus sur ta carrière de trader, ta chaîne YouTube et bien sûr MyDID. C'était chouette. Merci.